Vous regardez, tout le monde veut savoir, et tout de suite, l'invité du jour. L'invité du jour qui est en train d'arriver sur ce plateau, sa parole est extrêmement rare. Bonsoir Christophe Soulard. Bonsoir Benjamin Duhamel. Merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir et d'avoir donc choisi BFM TV pour prendre la parole. Vous êtes le premier président de la Cour de cassation, c'est-à-dire hiérarchiquement le premier magistrat de France. Et vous êtes également le président du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, autorité en charge de la nomination et de la discipline des magistrats judiciaires, alors que la justice est prise pour cible par le Rassemblement national après la peine d'inéligibilité avec effet immédiat infligée à Marine Le Pen. Décision de justice qui suscite aussi certaines interrogations quant à son effet sur le jeu démocratique. Dans un instant, je vous ferai réagir aux critiques nombreuses du Rassemblement national, mais juste avant cette information que l'on vous donnait sur BFM TV il y a quelques minutes, la Cour d'appel qui dit que le procès en appel aura lieu de telle manière que la décision sera rendue à l'été 2026. Ça veut dire que la justice française a entendu le besoin d'aller plus vite que d'habitude pour, si le procès en appel le permettait, permettre à Marine Le Pen d'être candidate en 2027 ? Ça veut dire que la justice française est capable de s'adapter, qu'elle est consciente des enjeux des décisions qu'elle rend, des enjeux, des conséquences politiques de ces décisions, et donc, loin d'être déconnectée, elle a tout à fait conscience que dans certaines circonstances, il faut se donner les moyens de rendre une justice dans le délai adéquat. Parce qu'on sait que ce qu'on appelle les délais moyens d'audiencement pour un procès en appel, c'est entre 18 et 24 mois, c'est-à-dire entre 1 an et demi et 2 ans. Là, si la décision est rendue à l'été 2026, tel que cela vient d'être communiqué par la Cour d'appel, ça veut dire que le procès devrait avoir lieu 2 ou 3 mois avant l'été, c'est-à-dire au fond dans un peu plus d'1 an. Ça veut dire que la justice ira plus vite que dans d'autres dossiers où... là, pour le coup, les délais pouvaient être beaucoup plus larges. C'est quoi? C'est presque une sorte de traitement de faveur pour Marine Le Pen et le Rassemblement national? Comme vous le disiez, c'est une moyenne. Donc la moyenne reflète des situations différentes et l'institution judiciaire adapte les délais en fonction d'un certain nombre d'enjeux. Il y a des contraintes pratiques évidemment très importantes. Les chefs de la Cour d'appel de Paris ont considéré qu'ils pouvaient tenir le procès dans les délais que vous avez indiqués, ce qui est une très bonne chose. Christophe Soulard, sur les critiques donc émises par le Rassemblement national, qui dénonce une tyrannie des juges, une décision politique. C'est une décision politique qui empêche Marine Le Pen d'être en l'état candidate à l'élection présidentielle en 2027? Alors, je vais répondre à votre question, mais avant de répondre à votre question, je voudrais rappeler les menaces très importantes qui pèsent aujourd'hui à titre personnel sur un certain nombre de magistrats. Évidemment, la présidente de la formation de jugement qui a rendu l'affaire dont nous parlons, mais beaucoup d'autres magistrats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des juges d'instruction sont menacés dans leur cabinet par des personnes mises en examen, des présidents de formation correctionnelle sont menacés parfois à l'audience, des juges des enfants, des juges aux affaires familiales, des juges administratifs. À Melun, il n'y a pas très longtemps, des juges ont été menacés. Alors, à la fois dans le cadre du palais de justice, mais aussi sur les réseaux sociaux, ce qui est extrêmement grave, parce que sur les réseaux sociaux, on donne des noms, on donne des photos, on donne parfois des adresses avec des menaces physiques. Donc vous appelez le personnel politique et notamment le Rassemblement national dans les mots qu'ils utilisent à plus de mesure. Je précise qu'ils ont, au RN, condamné ces menaces contre les magistrats. Oui. En effet, je pense qu'il faut... la mesure est effectivement extrêmement importante, parce qu'il n'y a qu'un pas entre la menace verbale et l'agression physique. Et je pense que nous vivons une période, de ce point de vue-là, très dangereuse. Il faut bien avoir à l'esprit que lorsqu'on met en cause comme ça, à titre personnel des magistrats, donc l'institution judiciaire, on porte atteinte au fonctionnement démocratique dans son ensemble. Et donc sur les critiques du Rassemblement national, tyrannie des juges. Est-ce que comme juge, vous êtes un tyran qui souhaitait empêcher Marine Le Pen d'être... candidat en 2027, je ne dis pas vous directement, parce que vous êtes premier président de la Cour de cassation, que là c'était le tribunal de Paris en première instance, mais voilà, ces critiques, c'est une décision politique qui a été rendue contre Marine Le Pen? Un procès s'est déroulé pendant 2 mois. Au cours de ces 2 mois, l'ensemble des personnes, des prévenus, leurs avocats ont pu s'exprimer complètement, avaient eu un accès au dossier, ont pu faire citer des témoins, ont pu discuter toutes les preuves qui étaient invoquées. Ce procès a été précédé d'une instruction qui a duré plusieurs années, au cours de laquelle, là aussi, des actes d'enquête ont pu être demandés par les parties. À l'issue de ce procès, un jugement a été rendu. C'est un jugement qui a été rendu, qui a été décidé par une collégialité,
hein, on parle toujours de la présidente, Oui. mais c'est une collégialité, ce sont 3 magistrats. Ça veut dire que nécessairement 2 d'entre eux, forcément, étaient d'accord avec cette décision. Si ça, c'est une attaque contre la démocratie, je trouve que les mots n'ont plus beaucoup de sens. Dans le cas d'espèce, il y a les propos de la présidente du tribunal qui sont mis en avant par le Rassemblement national pour démontrer qu'il s'agit d'une décision politique. Je vais vous en citer un extrait. Le trouble majeur à l'ordre public démocratique qu'engendrerait en l'espèce le fait que soit candidat, par exemple, et notamment à l'élection présidentielle, voire élu une personne qui aurait déjà été condamnée en première instance, Marine Le Pen donc, notamment à une peine complémentaire d'inéligibilité pour des faits de détournement de fonds publics et pourrait l'être par la suite définitivement. Ce que veut dire donc la magistrate, c'est que la possibilité que Marine Le Pen soit candidate malgré une condamnation, ce serait un trouble majeur à l'ordre public démocratique. Est-ce que ça, c'est pas un motif politique quand on dit cela au moment de rendre, de rendre la justice? J'exclus totalement de porter une appréciation sur les motifs de cette décision. Hum, Je ne peux pas le faire, d'abord parce que, en tant que premier président de la Cour de cassation, j'aurais peut-être à connaître de cette affaire. Deuxièmement, parce que je sais d'expérience que quand on est à extérieur à une affaire, comme je le suis, hum. puisque j'en sais pas plus que d'autres, on n'a pas la connaissance de l'affaire qu'ont pu avoir ceux qui ont étudié à fond le dossier, qui ont entendu les Ouais. parties civiles, qui ont entendu les prévenus, etc. Donc je n'ai pas cette connaissance approfondie du dossier. Je ne porterai aucune appréciation sur la motivation de la décision. Si cette motivation, cette motivation peut faire l'objet de la décision elle-même, vous le Hum. savez, peut faire l'objet d'un appel. Vous en avez parlé au début, donc c'est le processus normal. La Cour d'appel éventuellement rejugera. Cette décision fait l'objet d'un appel, sauf que ce qui fait également débat, c'est la décision d'une exécution provisoire, c'est-à-dire d'un effet immédiat. Là encore, et je comprends bien, comme premier président de la Cour de cassation, vous ne pouvez pas rentrer dans le détail de cette affaire, ni la commenter. Mais sur le principe, euh, le double degré de juridiction est un principe de droit, le fait que n'importe quel justiciable puisse faire appel, sauf que là, Marine Le Pen fait appel, Hmm. mais l'exécution provisoire fait qu'elle est inéligible alors même qu'elle a fait appel. Est-ce que ça, vous comprenez que certains de ceux qui nous regardent ce soir puissent se dire « ce n'est pas normal ». C'est quelque chose qui a été prévu par le législateur, qui a, dans le Code de procédure pénale, il y a une disposition qui prévoit que l'exécution provisoire peut assortir ce genre de condamnation. Les magistrats en ont fait usage, comme ils auraient pu ne pas en faire usage. C'est un choix qu'ils ont fait qui est longuement motivé. Je ne peux pas en dire plus. C'est pas quelque chose qui est tombé du ciel. Cette exécution provisoire, elle existe. Elle est, je ferai observer qu'elle est prononcée dans beaucoup d'affaires, l'exécution provisoire. Vous avez raison. Donc C'est c'est pas- au fond un outil banal, même quand il s'agit de responsables politiques et de peine d'inéligibilité. Le législateur a prévu que ça pouvait assortir notamment une peine d'éligibilité, donc ça a été prévu dès le départ. Christophe Soulard, avant de parler d'une question récurrente, et c'est très intéressant de vous avoir, puisque au-delà d'être le premier président de la Cour de cassation, vous êtes aussi le président du CSM, Conseil supérieur de la magistrature. Parler de cette question de la politisation des juges, ou non. On en parlera dans un instant, mais juste avant, comme premier magistrat de France, vous êtes aussi garant de la séparation des pouvoirs. Quand François Bayrou, le Premier ministre, se dit, par la voix de son entourage, troublé par cette décision de justice. Il est vrai qu'il y a des interrogations, a-t-il rajouté cet après-midi à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est conforme à la séparation des pouvoirs de s'exprimer de cette manière quand on est Premier ministre? C'est précisément au nom de la séparation des pouvoirs que je ne commenterai pas les propos du Premier ministre. La séparation des pouvoirs, c'est un principe essentiel de notre démocratie. Il a été parfaitement exprimé par Montesquieu. Depuis, il commande notre démocratie et je le respecte personnellement. Vous le respectez, mais pardonnez-moi d'insister, est-ce que vous rappelez les responsables politiques à un strict respect de cette séparation des pouvoirs? Puisque il y a ceux qui gouvernent, François Bayrou, il y a également des responsables politiques de l'opposition qui s'en sont pris directement à cette décision de justice. Est-ce que là, vous vous dites, attention, on est sur un terrain glissant quand on se dit troublé, quand on est Premier ministre, d'une décision de justice? Vous l'avez rappelé, je préside le Conseil supérieur de la magistrature, dont la Constitution prévoit qu'il assiste le président de la République pour la défense de l'indépendance de la justice. Il arrive à ce Conseil supérieur de la magistrature d'émettre des communiqués de presse lorsqu'il estime que des atteintes à la séparation des pouvoirs ont été effectuées par quiconque d'ailleurs. Mm. Voilà, c'est une instance collective, d'ailleurs dans laquelle les magistrats sont en minorité, ce qui est important de le rappeler, et qui rappelle les grands principes quand Et donc c'est là, nécessaire. il y a atteinte de la séparation, à la séparation des pouvoirs quand le Premier ministre se dit troublé par une affaire? Je ne commenterai pas là les propos du Premier ministre.
J'aurais essayé, hein. Les spectateurs sont témoins. Sur la question de la politisation des juges, qui est l'autre attaque du Rassemblement national pour critiquer ces décisions de justice, ils mettent notamment en avant les prises de position de certains syndicats de magistrats. Par exemple, le syndicat de la magistrature, un certain nombre de membres du Rassemblement national ont exhumé ce communiqué qui date du lendemain des élections européennes. Voilà ce qu'écrivait le syndicat de la magistrature. Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et magistrats, ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire, à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Est-ce que ça, c'est la preuve de la politisation de certains magistrats? On a un syndicat de magistrats qui dit qu'il faut se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. La liberté syndicale des magistrats a été reconnue par le Conseil constitutionnel. À partir de là, bien entendu, les organisations syndicales prennent des positions sur des questions générales. Mais ce que je voudrais faire observer, c'est qu'il est dans l'ADN du juge de faire le départ entre des positions politiques qu'il peut partager, notamment dans un cadre syndical, et le jugement de chaque affaire. Nous sommes en permanence confrontés à nous départir. C'est impératif de nous départir de nos sentiments, de nos opinions politiques, religieuses. Nous en avons tous, évidemment, quand nous jugeons une affaire. On peut, Christophe Soulard, on peut vraiment, Christophe Soulard, juger de façon impartiale quand on appartient à un syndicat qui écrit noir sur blanc dans un communiqué qu'il faut se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Il est possible. Non, mais c'est une question sincère que je vous pose. Je comprends, il est possible de se départir de ces opinions-là? Je pense qu'il est possible. Ouais. Donc, des juges politisés, ça n'existe pas? Les juges, ça dépend de ce qu'on appelle politisés. Les juges ont des opinions politiques. Comme tout citoyen, ils votent, ils ont des opinions politiques, ils appartiennent à des associations diverses, ils peuvent appartenir à des associations de défense de l'environnement ou d'autres choses. Il n'empêche que lorsqu'ils sont saisis d'un dossier, ils sont capables de faire abstraction de leurs opinions politiques pour juger ce dossier. Donc jamais aucune décision n'est rendue avec des motifs politiques. J'ajoute une chose aussi, c'est que la collégialité est précisément faite pour cela. Faite pour obliger chacun à, dans un dossier particulier, adopter une certaine neutralité. Mais il vous choque ce communiqué de presse du syndicat de la magistrature? Je ne vais pas me prononcer sur la position d'un syndicat de magistrats. Une dernière question, Christophe Soulard. Je rappelle que comme président du CSM, vous êtes chargé de la nomination et de la discipline donc des juges judiciaires. Discipline, ce qui veut donc aussi dire éventuellement sanction. Pendant ce procès des assistants parlementaires du Front National, l'une des procureurs avait dit la chose suivante au sujet d'un élément du dossier sur le cas d'un ancien eurodéputé, Jean-François Jalc, au sujet d'un contrat litigieux au milieu d'un réquisitoire de 9 heures. Voilà ce qu'avait dit la procureure. Elle avait reconnu qu'elle n'avait pas grand-chose pour déterminer l'illégalité d'un contrat. Elle avait eu cette formule: je ne peux pas demander une relaxe partielle, ça me ferait trop mal. Est-ce que ça justifie une sanction? Vous comprendrez que je ne peux absolument pas me prononcer là-dessus. Parce que, justement, comme vous le dites, alors même si c'est la formation parquet du CSM, s'il y a une formation siège, une formation parquet, en tant que membre du CSM, de toute façon, je ne peux pas me prononcer sur le comportement d'un magistrat. Mais est-ce qu'une procureure de la République, quand elle requiert dans un procès, quel qu'il soit d'ailleurs politique ou autre, est-ce qu'elle peut dire ce genre de choses? Je rappelle la phrase: je ne peux pas demander une relaxe partielle, ça me ferait trop mal. Là, vous m'obligez à nouveau à porter une appréciation sur la manière dont cette affaire a été conduite, ce que je ne ferai certainement pas. Et donc cette phrase ne vous choque pas? Je n'ai pas dit ça, mais c'est pas le propos. J'ai pas l'avis de ce point de vue-là du premier président de la Cour de cassation n'a pas tellement d'intérêt. Je ne peux pas, moi, porter d'appréciation sur la manière dont mes collègues travaillent en dehors des recours possibles contre toutes les décisions. Mais c'est comme ça que nous jugeons nous-mêmes les uns les autres. C'est à travers des recours, finalement. Merci beaucoup, Christophe Soulard, premier président de la Cour de cassation et donc président du CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, d'être venu nous voir ce soir dans Tout le monde veut savoir.